Invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean Peyrelevade. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous. Vous publiez donc Changer ou disparaître, adresse au patronat, aux éditions de l'Observatoire. Alors, si je comprends bien le nœud gordien qu'il faudra un jour trancher, le vrai problème de fond de la France, de l'économie française, c'est le délitement, on va dire, du dialogue social en entreprise, et c'est lui qui est la cause de tous nos maux, notre perte de compétitivité, déficit commercial, chômage, désindustrialisation, et j'en oublie. J'en suis persuadé. C'est ça le message du livre. C'est le message du livre. C'est le message central, c'est-à-dire que nous avons une conception conflictuelle du dialogue social. Encore aujourd'hui, même dans le Nouveau Monde, regardez ce qui se passe. Mais regardez ce qui se passe. Le Nouveau Monde fonctionne exactement comme celui d'hier. Oui, mais pardon, je vous coupe, mais sur la SNCF, le gouvernement n'est pas exempt non plus de tout reproche. Parce que cette... Est-ce qu'il y a eu vraiment concertation? On a le sentiment, c'est ce que disent un peu les syndicats, que le gouvernement avait son plan en tête et puis il l'a donné, vous lisez et puis éventuellement vous signez en bas de la page, quoi. Il y a eu un défaut de méthode sur la SNCF, sur cette réforme. Oui, mais c'est lié au contexte global qui s'applique à la SNCF comme à d'autres cas. C'est-à-dire en France, le pouvoir ne se partage pas, ni dans l'ordre politique, ni dans l'ordre économique. Il est vertical, le long d'une pyramide, il descend. Et donc, nous avons structuré toute la société française et son fonctionnement, aussi bien politique qu'économique, autour de l'idée que finalement, il y a d'un côté les dirigeants, de l'autre les dirigés, les dominants, les dominés, les exploitants, les exploités. On en est toujours là. Ce syndrome de lutte des classes, encore une fois, ça imprègne toujours, ça infuse toujours dans la société française. Regardez ce qui se passe à nouveau, les conflits sociaux en cours. Regardez Air France, regardez la SNCF et regardez le discours d'un côté du patronat et de l'autre côté d'un certain nombre de leaders syndicaux, CGT et le nouveau patron de FO. Et donc, pour bien me faire comprendre, il y a toute une partie de l'Europe, toute l'Europe du Nord, qui représente quand même un quart de la population de l'Union européenne, c'est-à-dire l'Allemagne, les Pays-Bas, la totalité des pays scandinaves, Norvège, Finlande, Danemark, Suède. Tu viens de parler de cogestion, c'est ça? Pas de cogestion, de codécision. Ce sont des pays. Je vais prendre d'abord les résultats macroéconomiques, justement, les résultats en termes de performance. Dans tous ces pays, sans exception, la situation budgétaire est bonne. La balance commerciale est excédentaire. Le chômage est au plus bas. Le niveau de vie est supérieur au nôtre. La performance économique, année après année, est supérieure à la nôtre. Et en outre, cerise sur le gâteau, le taux d'inégalité est inférieur au nôtre. Est-ce que c'est une coïncidence? Donc le lien? Est-ce que c'est un hasard? Le lien, c'est que dans tous ces pays, sans exception... Codécision. Qu'est-ce qu'on a? Codécision. La codécision, c'est très simple. Les patrons français ont du mal à le croire. Mais j'y ai vécu, si je puis dire, au sein d'entreprises de ces pays-là. J'ai vu comment ça marchait. Je vois encore comment ça marche. Ce sont des pays, dans ces entreprises de ces pays-là, aucune décision importante dans l'entreprise ne peut être prise sans un accord entre le management et les représentants des salariés. Aucune décision. L'accord est permanent. S'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de décision. Sauf qu'en France, on va vous rétorquer que le taux de syndicalisation est hyper faible. Et donc, est-ce que ça représente vraiment bien les salariés? Et puis, pour jouer le tango, pour danser le tango, il faut être deux. Donc, il faut être deux, bien sûr. Où est la cause, où est l'effet? On a fait la poule. Voilà, où est la poule, où est l'œuf? Bien sûr, mais c'est pour ça d'ailleurs que je ne propose pas qu'on généralise de manière française, c'est-à-dire jupitérienne, par une décision autoritaire, ce nouveau système à tout le système productif. Ça serait utopique et impossible. Mais je suggère qu'on laisse ceux des patrons et ceux des syndicats qui auraient envie de pratiquer ce jeu beaucoup plus efficace. Clairement, la CFDT, ce que vous dites là, est dans la lignée de ce qu'on entend dans la bouche de Laurent Berger. Qu'on fabrique un statut type et qu'on laisse les patrons et les syndicats qui ont envie d'y adhérer librement, comme une option. La codécision en France comme une option. On s'apercevra au bout de 10 ans, 5 ans, 10 ans, que ça marche beaucoup mieux. Mais la faute à qui en France? À vous écouter, les torts sont partagés entre le patronat, d'ailleurs, adresse au patronat, c'est écrit. Oui. Et en même temps, on se dit qu'autour de la table, voir Pierre Gattaz négocier avec, on le voit là, Philippe Martinez, on n'y croit pas trop.
Même si on parle en entreprise, évidemment. D'une certaine manière, ils sont complices hein, dans cette espèce de posture conflictuelle. Mais pourquoi adresse au patronat par priorité? Parce que le pouvoir économique, il est quand même aujourd'hui en France détenu par les patrons. Il n'est pas partagé, il est détenu par les patrons. Et donc je dis globalement au patronat, si vous voulez faire évoluer le système dans un sens d'une meilleure performance et d'une meilleure adaptation d'ailleurs aussi aux besoins de la société d'aujourd'hui, c'est vous qui avez les manettes entre les mains. C'est à vous de bouger les premiers. Pour l'instant, on ne voit pas grand-chose de Non, bouger. rien, Le corps est assez rien, inerte. rien. Là, vous avez de la denture avec le patronat qui achète la paix sociale. Ce que vous écrivez, c'est-à-dire bien entendu, on sait ça va lui que faire plaisir à Pierre Gattaz. le risque d'explosion sociale, là aussi je vais répondre par des chiffres, le risque d'explosion sociale est permanent en France. Le risque d'interruption des services, de grève dure, de grève longue. Et bien entendu, le premier souci du patron, c'est d'éviter de mettre son entreprise dans ce genre de situation. Et donc, comme on ne veut pas partager le pouvoir, que c'est même hors d'idée dans le système français, le partage du pouvoir, la codécision, c'est quelque chose qui est absolument insupportable dans l'idée française de celui qui détient le pouvoir. Donc culturellement, pardon, c'est mort-né votre histoire. On est dans une impasse. Si culturellement, pour changer les mentalités, on est sur plusieurs générations. Et puis, dans le débat public, il n'y a rien, encore une fois, aujourd'hui, malheureusement. Écoutez, il y a un syndicat qui serait prêt à rentrer dans une démarche de ce type. CFDT. Ce que je trouve scandaleux, c'est que personne ne lui réponde. C'est monte en puissance dans les élections professionnelles, oui, la CFDT. Dans 20 ans, on pourra faire des choses. Donc pour revenir, le patronat a tout en main, il pourrait bouger. Il ne veut pas partager le pouvoir, et donc, pour ne pas avoir la guerre sociale, qu'est-ce qu'il fait? Il donne de l'argent. Et donc, ça n'est pas un hasard non plus. Écoutez, je vais répondre de manière un peu brutale, hein, pour montrer que je ne suis pas gauchiste, hein, que j'ai aussi de temps en temps des réflexes d'économiste libéral. La France est le seul grand pays développé depuis le début des années 2000 où le salaire réel progresse plus vite que la productivité. Et pourtant, on dit qu'il y a des problèmes de pouvoir d'achat en France. Mais bien entendu, on a un taux de croissance faible et une performance économique inférieure à celle de toute l'Europe du Nord. Ça vient de là. Bien entendu. Bien entendu. On est le seul pays de tous les pays développés où, contrairement aux thèses fondées, développées par Thomas Piketty, en France, les profits ne progressent pas plus vite que les salaires. C'est l'inverse. Le seul pays développé. Et donc, est-ce qu'il faut s'en féliciter? Je ne suis pas sûr. Ça veut dire qu'à productivité trop faible, ce qui met en cause aussi la responsabilité des patrons, à productivité trop faible, on distribue trop de salaires. Et donc acheter la paix sociale, c'est ça, enfin, concrètement qu'on comprenne Oui, c'est donner du salaire quand il n'y a pas la productivité en face. Oui, mais aller dire ça aux salariés, donner du salaire, ça paraît comme assez ésotérique ce que vous racontez là, donner du salaire. Mais écoutez... On comprend, il faut comprendre les salaires qui augmentent plus que la productivité. Je suis pas sûr je pense qu'on a largué beaucoup de monde. Je peux prendre l'exemple d'une équipe de foot. Allez. Normalement, les primes que vous donnez aux joueurs, en général, sont en fonction du résultat. Oui. Si vous gagnez la Coupe d'Europe du Monde ou la Ligue des Champions, je ne sais pas quoi, vous avez des primes très élevées. Si vous vous faites éliminer au premier tour, en général... C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que vous fabriquez des équipes performantes. En France, les deux choses sont déconnectées. Donc la prime est indépendante de la performance. Le salaire est indépendant de la performance, très largement. C'est au patronat de reprendre la main. Vous écoutez Jean-Pierre Levade, il y a des élections qui sont prévues, il y a un nouveau président qui va arriver, on ne sait pas, Geoffroy Roux de Bézieux, Alexandre Sobo. On attend encore, il y a un début de débat, encore une fois, au MEDEF. Ces questions-là, pour l'instant, on ne les entend pas encore. Hein. Jamais. Pour l'instant, rien. Hein? Pour l'instant, rien. Bon. Pour briser justement ce syndrome de lutte des classes, vous proposez, Jean-Pierre Levade, allez, c'est assez iconoclaste et révolutionnaire de donner 25% du capital de chaque entreprise aux salariés. Donc le quart des profits reviendrait tous les ans aux salariés. Nécessaire peut-être, réaliste réaliste. Vous savez qu'au niveau global... C'est utopique, vous, hein, dis donc. Non. Libéral utopique. Libéral utopique. Libéral social, comme les vrais libéraux de l'origine, comme Adam Smith. Est-ce que les Français ne savent pas qu'à travers deux mécanismes
complexes et incompréhensibles, parce que naturellement, on adore les systèmes incompréhensibles. Vous allez me parler de participation et intéressement. Intéressement et participation incompréhensibles. Les salariés de base ne comprennent pas comment ça fonctionne, surtout la participation. Je ne vais pas faire avec vous mon test habituel, je le gagne à tous les coups. Est-ce que vous connaissez la formule de la participation? Non. Voilà, personne ne la connaît. Personne. Et vous? Oui, je la connais. Et alors, c'est quoi? Question suivante, je suis incapable de me l'expliquer à moi-même. Hein. Un demi, ouvrez un crochet, résultat fiscal, moins 5% des fonds propres historiques, fermez le crochet, multiplié par le rapport de la valeur ajoutée à la masse salariale. Ah, effectivement, c'était voilà, un peu abscon. Hein. Ça, c'est l'outil pédagogique de réconciliation du capital et du travail. Ouais, vous croyez que ça va marcher? Donc, sous ces mécanismes-là incompréhensibles, on distribue à peu près aujourd'hui, globalement, de l'ordre de 10 à 15% du profit total. Ah, donc la moitié du chemin est fait. La moitié du chemin est fait sur des mécanismes incompréhensibles. Je dis, moi, je prends un mécanisme simple, X% du profit. On peut discuter le X, hein, je peux commencer à 15%, hein, progressiste, réformiste. Et puis voilà, au moins tout le monde comprendra. Et il y aura aussi, dans les propositions révolutionnaires de Jean-Pierre Levade, des droits de vote pour les représentants des salariés dans les conseils d'administration. Et là, on se dit effectivement que... Toute l'Europe du Nord fonctionne comme ça. Toute l'Europe du Nord, dans toutes les sociétés de plus de 50 ou 100 personnes, vous avez un tiers au minimum des administrateurs qui sont des représentants des salariés, avec... On est à combien en France? 1, 2. Donc on n'est pas un tiers, on est à 1 ou 2. 1 ou 2 sur 12, quoi. Ouais, parfois plus que 12, mais bon, ouais. Avec quelque chose de très important, c'est que la loi dit que les salariés administrateurs sont des administrateurs comme les autres et doivent donc voter en fonction de l'intérêt de l'entreprise. Non pas de leurs intérêts propres, mais de l'intérêt de l'entreprise. Si on ne prend pas ces mesures révolutionnaires, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a quand même Macron qui modernise le pays, il y a quand même beaucoup de choses qui sont en cours, qui ne vont pas assez loin, je vous connais. Non, il ne se passe rien. Il ne se passe pas grand-chose, plus exactement. On est en train, je crois, tous ensemble, parce qu'on est tous très contents, il y a de la croissance, un peu de croissance, donc on est en train de surfer sur les vagues d'une nouvelle croissance. C'est pas des vagues très... C'est pas des tsunamis, hein, c'est bon, mais bon... Ah, 2% de croissance, on se satisfait quand même. Ouais, ça permet de faire baisser le chômage, de réduire les déficits. Ça ne permet pas d'augmenter le pouvoir d'achat, hein, donc bon. Mais on surfe et on n'essaye pas de résoudre frontalement les problèmes de fond. Donc on vient de parler de celui des rapports entre le capital et le travail. Ce que je vois dans la nouvelle loi Pacte, là, sur ce sujet-là, ça relève du décoratif, hein, pour moi. Il y a quoi? Qu'est-ce qui ressort? Rien. Il y aura un représentant des salariés de plus dans les conseils d'administration. Point. Puis un changement de l'objet social de l'entreprise. L'entreprise doit avoir un objet social qui doit tenir compte de l'environnement et des enjeux sociaux. Enfin, bon. Pour réconcilier, encore une fois, les salariés, encore une fois, avec l'entreprise, il faut prendre ces mesures, encore une fois. Il faut aller dans le sens, il faut ouvrir des chemins, il faut ouvrir des voies. Mais culturellement, encore une fois... Voilà. Bon. Et autre problème de fond, pour répondre à votre question, pour montrer qu'on surfe sans résoudre, sans essayer de plonger dans la difficulté, c'est ça, on surfe, on ne plonge pas. La situation de l'appareil industriel est toujours aussi mauvaise. Hein. Nous sommes toujours... en déficit important de balance commerciale, contrairement à toute l'Europe du Nord dont j'ai parlé tout à l'heure, et ça ne s'améliore pas. Bon, avant de se quitter, encore 2-3 petites questions, juste pour clore ce sujet-là. Un salarié incompétent, il peut facilement être licencié. Qu'est-ce qu'on fait quel sort on réserve à un patron qui est incompétent? Bien entendu, ça ne relève pas de la justice, hein, je pense. Mais une des caractéristiques françaises, c'est qu'on est capable de garder longtemps des patrons incompétents. Vous me permettrez de ne pas citer de nom. Je pense que la règle du jeu devrait être que dès qu'un patron soit n'a pas de chance, soit est objectivement incompétent, il devrait passer la main. Il passe la main. On ne le sanctionne pas, mais il doit passer la main, ce qui est à peu près la même chose. Hein. Non, c'est pas pareil. S'il passe la main explicitement et sans des indemnités gigantesques au moment de son départ, parce qu'il a échoué à faire ce qu'il avait promis de faire, non, je pense que
ça serait visible. Changer ou disparaître, adresse au patronat, le dernier livre de Jean Peyrelevade aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup. Merci À David. bientôt.